la deuxième table ronde. Donc, vous avez eu du concret avec Édouard Marpeau. Et là, on va poursuivre vraiment concrètement dans les enseignements comment l'IA se réfléchit dans le cinéma d'animation, dans l'illustration et dans la bande dessinée. Et ce sera animé par Aurélie Jaudery, qui est docteur en études anglophones et audiovisuelles et qui a donc préparé cette table ronde. Merci beaucoup Sandra. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette dernière table ronde sur l'IA générative qui fonctionne ici un peu comme une sorte de conclusion aux tables rondes précédentes, si tant est que l'on puisse conclure véritablement sur cette thématique en constante évolution. Parce que je pense qu'on va en parler là et dans 2 heures, tout ce qu'on aura dit, ça sera peut-être bien obsolète ou presque. Donc il faudra tout reprendre depuis le début. Aussi, à défaut d'être une conclusion sur la question, nous espérons que cette table ronde soit concluante et qu'elle vous apportera des réponses, ou tout du moins qu'elle générera chez vous un questionnement, des interrogations quant à votre façon de considérer l'IA au cœur de votre pédagogie. Chers formateurs, enseignants, professionnels, que vous utilisez l'IA quotidiennement, de manière sporadique ou très rarement, cette table ronde est pour vous. Grâce à nos 3 invités ici, nous allons pouvoir croiser les regards et les avis sur ce qu'est l'IA, ce qu'elle génère et comment on peut l'utiliser aujourd'hui au cœur de nos formations. Mais avant toute chose, je voulais vous faire part d'une petite expérience que j'ai menée il y a quelques jours lors de la préparation de cette table ronde. Comme il s'agit d'une discussion autour de l'IA, je me suis dit que ce serait intéressant de voir ce que peut me proposer ChatGPT en guise d'introduction à cette table ronde. Donc je lui ai soumis un prompt très simple, qui est le suivant. Cher ChatGPT, parce que oui, il faut rester poli avec l'IA, écrit une introduction pour une table ronde sur l'IA générative et la notion de pédagogie dans le domaine de la création. Et voici ce qu'il me propose. Je cite. L'avènement de l'intelligence artificielle générative a ouvert de nouvelles perspectives passionnantes dans le domaine de la création artistique. La capacité des machines à produire du contenu original soulève des questions fondamentales sur le processus créatif et la nature même de l'art. Lors de cette table ronde, nous explorerons comment la fusion entre l'IA et la pédagogie peut révolutionner la manière dont nous abordons la créativité et l'apprentissage dans un monde en constante évolution. Fin de citation. Assez bluffant, non ? Bon, je ne pousserai pas le vice jusqu'à vous demander quelle introduction vous préférez. Donc, je vais vous présenter, messieurs. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer donc par vous présenter brièvement et puis ensuite, si vous le voulez bien, nous allons commencer à discuter autour de l'IA. Victor Besse, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes professeur à l'ESMA Montpellier en look dev et compositing. Avant cela, vous avez travaillé sur des longs métrages d'animation tels que Spider-Man Into the Spider-Verse, donc chez Sony, ou Moi Moche et Méchant, chez MacGuff. Et dernièrement, vous avez travaillé à fournir votre support de cours gratuitement sur le web, que l'on peut voir, ici, voilà, qui contient plusieurs centaines de pages et de liens vers des ressources pour ceux qui cherchent des outils d'IA ou même du travail dans le milieu du graphisme. Donc n'hésitez pas à contacter Victor sur cette adresse mail pour qu'il vous permette d'avoir accès à l'ensemble de ces outils. Voilà. Frédéric Michaud, bonjour et merci d'être là. Donc après le bac, vous avez suivi des études en mathématiques, sciences de l'industrie, audiovisuel, puis vous êtes tourné vers le cinéma. Vous avez fondé une entreprise de VFX et travailler avec des marques renommées. Enseignant à Cinécratis Nantes depuis 24 ans maintenant, vous avez cofondé la 3e année de l'école pour professionnaliser les étudiants. Vous avez accompagné la transition des technologies analogiques vers les outils numériques, avec l'importance de ne pas oublier leurs racines pour mieux comprendre leur évolution. Laurent Gélib, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes auteur de bandes dessinées et de webtoons français, mieux connu sous le pseudonyme Lorenzo. Vous êtes créateur des aventures d'Artemus, personnage de matelot lunaire dont vous animez les aventures depuis 2003. Vous travaillez dans des registres très différents, du polar à la science-fiction, pour les marchés français et états-uniens. Donc vous avez tous les trois un parcours que je pourrais qualifier d'assez singulier, dont le dénominateur commun, clairement, c'est la création et l'image, un domaine où l'IA est de plus en plus présent, pour ne pas dire récurrent. Aujourd'hui, alors on a essayé pendant un temps de faire sans l'IA. Aujourd'hui, il va falloir apprendre à faire avec.
si je puis dire. J'aimerais commencer par une première question, si vous le voulez bien, à savoir quelle est pour vous votre propre définition de l'IA et si vous considérez l'IA plutôt comme un ennemi aujourd'hui, au niveau professionnel, mais aussi en tant qu'enseignant, un ennemi, un ami ou encore un compagnon de route. Frédéric, est-ce que vous souhaitez commencer peut-être ? Eh bien, merci. Merci à tout le monde donc pour cette écoute. Intelligence artificielle. Donc déjà, si on doit donner une première définition, il faut savoir que ça vient de Artificial Intelligence. C'est un terme qui est né dans les années 50. Et en fait, il est un peu perturbant parce qu'en fait, artificial, ça veut dire qui est créé de l'homme, mais qui ne vient pas de la nature. Donc ça, là-dessus, on est d'accord. Mais intelligence, si par exemple, on dit souvent, vous savez, IA, alors moi, je vais vous dire CIA. La CIA, vous savez, c'est Central Intelligence Agency aux États-Unis. Donc, on pourrait traduire ça par donc l'agence centrale d'intelligence. Ben non, on dit de renseignement. L'intelligence aux États-Unis, c'est du renseignement. Donc, en fait, on fait déjà un faux pas en pensant qu'on a un être qui est intelligent. On citait Midjourney tout à l'heure. Si Midjourney était intelligent, quand on lui demande de faire une image, s'il était vraiment intelligent, il demanderait pourquoi. Mais on sait que Midjourney ne demande jamais pourquoi. Parce que les intelligences artificielles n'ont pas d'image mentale et n'ont pas de but en soi. Donc déjà, il faut déconnecter l'idée qu'il y a un fantôme dans la machine et que ces intelligences artificielles, potentiellement, c'est des trucs qui peuvent réfléchir comme nous. Ce qu'on appelle d'ailleurs l'intelligence générale. Donc ça, déjà, c'est faux. C'est complètement faux. C'est comme un modèle statistique qui va reproduire des choses à partir du moment qu'on l'a entraîné. Voilà. Moi, alors j'enseigne, on ne va pas dire que j'enseigne l'IA, on a dit, hein, c'est pas un cours l'IA. Mais en tout cas, j'aborde l'IA dans mes cours depuis maintenant plus de 15 ans, en fait. Et j'expliquais à chaque fois aux étudiants, j'étais en veille technologique sur l'IA, et j'expliquais à chaque fois qu'un jour, on allait avoir une courbe exponentielle dans l'évolution de l'IA. Et je ne savais pas quand est-ce que cette courbe allait intervenir. Et en fait, elle est intervenue durant l'été 2022. Voilà. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est tous là, 2 ans après, parce que effectivement, tous ces outils ont explosé, parce qu'on a maintenant des machines qui sont très puissantes et qui ont pu explorer des concepts qui avaient été définis au début des années 2000 et qui aujourd'hui, ce qu'on appelle machine learning, mais surtout le deep learning, là, la petite bulle bleue, c'est elle qui change tout. Et c'est elle qui fait qu'aujourd'hui, on a effectivement des machines qui sont capables parfois d'imiter la manière dont on réfléchit quand on parle avec ChatGPT. Et on dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Voilà. Donc moi, depuis le début, je dis aux étudiants, ça n'est ni un péril, ni une promesse, c'est un nouvel outil. On parle souvent de l'outil qui va remplacer des métiers. J'explique non, c'est un outil qui va remplacer des tâches. Ensuite, ce n'est pas des IA qui vont vous remplacer, c'est quelqu'un qui utilise l'IA, voilà, parce qu'il en a fait son outil. Voilà. Donc c'est plutôt comme ça, pour l'instant, moi, je vois les choses. Donc voilà, c'est un compagnon, donc clairement, voilà, c'est dans ce mon que je cas. vais dire. Voilà. Ouais. Plutôt compagnon de route pour Frédéric. Très bien. Victor ? Oui, donc moi, la première fois que j'ai vu que l'intelligence artificielle était capable de produire des images, c'est-à-dire il n'y a pas 15 ans, mais il y a plutôt 3 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau rêve mouillé de crypto-bro de la Silicon Valley en manque de reconnaissance. Enfin, en gros, c'était ma première réaction, donc qui était plutôt négative, puisque comme tout artiste, j'ai pas envie qu'on vole mon travail. Hein. Mais petit à petit, au fil de mes expérimentations, quand je me suis dit, ah bah zut, il faut quand même rattraper le train, j'en suis venu aux mêmes conclusions. Et je me dirais que j'ajouterais que s'il y a il y a effectivement un problème de sémantique quand on parle d'IA, il y a aussi un problème de quoi on parle exactement. Souvent l'IA c'est défini comme une intelligence, donc effectivement adore. Mais en plus de ça, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle de nos jours ? C'est un champ de recherche scientifique en fait. C'est pas juste un outil, c'est pas juste une partie d'un outil. C'est pas des gens qui essayent d'avoir une singularité. Parmi les gens qui font de l'IA, il y a des gens qui essayent de nous entraîner vers une IA générale. On pourra en reparler éventuellement. Mais nous, en fait, quand on regarde le gros rond rouge qu'on voit derrière, on parle d'un champ de science qui en fait recherche des moyens d'imiter les comportements humains. Donc ça peut être des comportements de raisonnement, des comportements de création, comme c'est arrivé plus récemment, mais on n'est pas du tout on n'est pas dans Terminator, quoi. C'est un petit peu le résumé de ce que je suis en train de dire. Donc maintenant, mon rapport à l'IA, pour répondre à ta question, Aurélie, c'est plutôt un accompagnant, quelque chose qui va m'aider. Voilà, avec évidemment toutes les craintes de l'inconnu dans le futur pour nos métiers, mais ça, on en est tous là de toute manière, donc c'est pas tellement
Ça, c'est des craintes que tout artiste va avoir, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais on a quand même quelques idées des bordures que ça peut prendre. Et voilà, donc c'est pas si inquiétant que ça au final. Voilà. Oui, tout à l'heure, Édouard donnait le terme d'assistant. Voilà, ça peut aussi être dans cette notion-là de compagnon de route, d'assistant, assister à votre propre création. Laurent ? Alors moi j'avoue que je suis un peu geek sur les bords. Et toutes les technologies m'intéressent. À chaque fois que je découvre un truc, même le Magimix, je me lance dedans. Et je teste des choses, j'ai cette curiosité. Et par contre, il y a une chose qui m'anime, c'est que des fois les professeurs, c'est important. Et moi j'ai un prof un jour qui m'a dit, alors on va dire le mot artiste, hein, mais l'artiste c'est celui qui utilise tout, du silex à l'ordinateur. Et cette phrase, elle a toujours résonné. En fait, je l'ai toujours en tête. Je la sors même aux étudiants. Et moi, j'ai aucune crainte parce que déjà, j'ai aucun respect pour l'IA, paradoxalement, mais de la même manière que j'ai aucun respect pour mon crayon ou mon pinceau. Et ce qui m'a tout de suite intéressé, c'est qu'un peu comme toi, quand j'ai vu qu'on pouvait commencer à faire des images juste en tapant des prompts, bon, premier réflexe que j'ai eu, je suis dessinateur, c'est qu'à un moment donné, il y a un vide qui s'est ouvert devant moi. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et puis après, 1 heure après, je me suis dit, ok, c'est une nouvelle technologie, donc c'est une nouvelle manière de créer des images. Et ce qui va se passer, parce qu'on le voit hein, à travers toute l'histoire de l'art, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y a des gens qui vont s'amuser avec, qui vont la tordre, qui ne vont pas la respecter, et qui vont finalement créer du bizarre et donc du beau. Je ne parle pas de joli, je parle du beau. Et à partir de ce moment-là, ça m'intéresse. Et à partir de ce moment-là, ça rentre dans mon process de travail. Et après, je vois ce que je peux en tirer par rapport à mes propres besoins et ce que je peux faire. Et même jouer parfois sur la part de l'aléatoire que va créer un outil. Donc moi, j'ai pas peur de l'IA. Et en l'occurrence, je suis un peu comme toi, moi, elle m'accompagne. Elle m'accompagne dans mon travail. Des fois, je m'en sers, des fois, je m'en sers pas. Des fois, elle m'agace. Ça m'agace beaucoup parfois. Très bien, messieurs. Là, on avait mis en place une petite slide justement sur comment être compétitif dans l'industrie de l'animation avec l'IA. Est-ce que, Victor, tu voudrais en dire quelques mots, ou même si la question a déjà été bien traitée juste avant ? Ça a été usiné par meilleur que moi dans ce domaine, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais oui, évidemment, qu'en tant que prof, on se pose la question, qu'est-ce qui va rendre nos étudiants compétitifs ? Qu'est-ce qui fait que nous aussi, en tant que graphistes, parce qu'on est avant tout, en tout cas, je ne parle pas forcément pour mes collègues, mais visiblement, j'ai l'impression que si on est avant tout graphiste, on va sûrement retourner dans des studios un jour, peut-être même pendant qu'on enseigne. Donc il y a une vraie question de compétitivité, de se dire, si tout le monde a une base commune qui est l'IA, et si on peut générer des images à la volée, par exemple, on va parler d'autres choses en intelligence artificielle, comment je me vends en fait ? On l'a dit tout à l'heure, c'est pas tellement autre chose que ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire développer des compétences qui sont travailler ensemble, avoir un esprit de synthétisation. Voilà, je ne m'étends pas sur le sujet puisque ça a vraiment été dit avant, mais je veux vraiment mettre l'accent là-dessus parce que ce qui est sympa, c'est qu'on arrive aux mêmes conclusions. On ne fait pas exactement la même chose, mais on fait tous de la pédagogie. Donc à un moment, on en revient à ça, on en revient à se dire, une fois qu'on a décortiqué le bidule, en fait c'est rien de plus qu'un outil, encore une fois, et nos étudiants, il faut qu'ils prennent connaissance de cet outil pour ne pas être largués, et nous aussi. Voilà, c'est vraiment on arrive aux mêmes conclusions, réellement. Alors justement, il y a cette question de connaissance de l'outil, mais il y a aussi une question qui revient encore et toujours, c'est la question de l'éthique. On en a beaucoup parlé lors de toutes ces tables rondes. Qu'est-ce que vous pourriez apporter aujourd'hui sur cette thématique ? En ce qui vous concerne, vous, avec votre propre expérience en tant que professionnel, en tant que formateur, qu'enseignant, voilà, quelle est votre position sur cet aspect qui est particulièrement complexe en fait ? Alors d'abord, il faut bien comprendre ce que c'est une IA. Très simplement, une IA, vous rentrez quelque chose, vous imaginez une grande boîte noire, parce que la plupart des gens voient ça comme une boîte noire. Et je comprends que certains d'entre vous ici puissent voir ça aussi comme une boîte noire. On rentre quelque chose à l'entrée, il y a quelque chose qui sort à la sortie. Par exemple, vous rentrez un texte, vous avez une image qui sort, voilà, ou une vidéo, etc. D'abord, l'IA, c'est quelque chose donc, qui s'entraîne. Alors,
On voyait tout à l'heure écrit machine learning, donc c'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Tous les programmes, globalement, que vous utilisez ont été codés par des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont écrit des lignes de code et qui fait que le programme fonctionne. Le machine learning, c'est quoi? Ça veut dire que dans ce cas-là, on a un programme qui s'est un peu auto-écrit. Voilà, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que finalement, les lignes de code ne sont plus écrites par des humains. Alors comment on peut faire un programme qui s'auto-écrit? En fait, on lui rentre des données et puis on va lui demander de sortir un certain type de données. Je vous donne un exemple que j'avais vu par exemple sur YouTube. C'était un gars qui par exemple dessinait sur un fond bleu, il mettait un fond bleu et il dessinait avec un crayon blanc sur le fond bleu. Et lui, ce qu'il voulait, c'est que ces tracés blancs deviennent en fait des nuages. Voilà, se transforment automatiquement en nuages. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé une IA et ce qu'il a fait, c'est qu'il a montré plein de photos de nuages. Il les a floutées. Donc, vous voyez, quand elles sont toutes floues, on ne voit plus que des tracés blancs sur du fond bleu. Et il a montré ça à l'IA. Il a dit, voilà, tu vois, moi, quand je te donnerai ça, la photo floue, toi, tu me rendras la photo nette. L'IA a travaillé. Et en fait, donc, il y a un programme s'auto-écrit. Et une fois qu'il est auto-écrit, lui, il peut dessiner en blanc sur fond bleu. Et il y a bien son écriture qui apparaît sous forme de nuage. Et à partir du moment où l'entraînement est terminé, l'IA est figée. Elle ne peut plus évoluer. C'est pour ça que vous avez ChatGPT qui a une version 3, 3.5, version 4, version 4o. Vous avez Stable Diffusion, version 1, 2, 3, Midjourney, 4, 5, etc. Parce qu'en fait, une fois que l'entraînement est terminé, le programme est écrit et on ne peut plus revenir dessus. Voilà. Donc, quand vous écrivez par exemple à ChatGPT, vous dites « Ah, mais en écrivant avec lui, je vais le rendre plus intelligent, il va mieux comprendre mes requêtes. » En fait, non, pas du tout. C'est que plus vous écrivez avec ChatGPT, plus il va contextualiser et mieux comprendre ce que vous lui demandez. En fait, vous augmentez en fait le contexte. Alors tu dis, mais moi, ce que j'écris, est-ce que c'est retenu par ChatGPT? En fait, pas immédiatement. Ce sera peut-être retenu pour le prochain effectivement, entraînement. Peut-être pour le ChatGPT 5, 6. Voilà. Et effectivement, l'échange que vous avez eu avec lui servira peut-être pour ce ChatGPT-là. Okay, mais pas dans l'immédiat. Alors maintenant, par rapport à cette éthique, quand vous entraînez une IA, vous avez le choix. Soit vous entraînez la vôtre, soit vous prenez une IA qui est déjà entraînée par des professionnels. Et la grosse différence, c'est que vous... Alors, on a vu notamment Xilam, qui avait entraîné son IA sur 30 000 photos. Voilà. Et en fait, on voit les résultats. Il y avait des espèces d'embryons de personnages. On ne peut pas dire que c'était absolument pas productif. Et c'est quoi la force de OpenAI qui produit, par exemple, Sora? C'est quoi la force de Midjourney, de tout cela? C'est qu'eux, ils ont entraîné leur IA sur des millions, des dizaines de millions d'images. Donc, et eux, ils avaient des serveurs pour faire cet entraînement qui était monstrueux. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, ChatGPT 4, on estime que pour juste l'entraînement, on a consommé ce que 47 000 foyers américains consomment en un mois. Voilà. Vous imaginez une ville de 47 000 maisons, voilà, et vous imaginez pendant un mois, c'est quand même une sacrée portée électrique. Eh bien, c'est ça qu'a coûté ChatGPT 4 pour être entraîné. Nous, on ne peut pas faire ça. Dans nos écoles, on a des ordinateurs puissants, mais on est incapable, en fait, d'avoir un truc comme ça. Et puis nous aussi, on est incapable de fournir des millions d'images qui viennent de nos écoles. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va entraîner notre IA, on va avoir le résultat. On va dire, en termes de génération pure, ce n'est pas forcément probant. Bon, je vais faire appel à une IA qui existe évidemment. Mais là, le problème, c'est que cette IA a été entraînée sur des contenus qui ne nous appartiennent pas. Mais attendez, que OpenAI et tout ça n'ont absolument pas négocié avec les auteurs. Quand vous développez une IA, vous avez le droit, dans le champ de la recherche, de prendre tous les contenus que vous voulez. Mais après, ils en font un usage commercial. Et là, ils préviennent personne. Et donc, vous avez plein d'auteurs qui disent, mais c'est mon style, c'est mon type d'image. Il y a même des gars qui, avec un prompt, essayent de retrouver, par exemple, avec Midjourney, une photo existante. Par exemple, un gars, une fois, avait fait une image, et il dit, mais attendez, ça, c'est un screen de Last of Us, le jeu vidéo. Et il dit, alors je vais améliorer le prompt en prenant le screen de base, et il a réussi à faire en sorte que l'IA produise quasiment, au jeu des 7 différences, la même chose, effectivement, que le screen de départ, ce qui prouve bien que cette image a été ingurgitée par Midjourney. Et alors là, moi, si je crée quelque chose et que donc j'utilise finalement les œuvres de plein d'auteurs et je produis ça, on se pose la question, est-ce que c'est éthique? Par contre, si c'est mes images à moi et j'ai entraîné l'IA et je produis des images à partir de mes images, oui,
Là, peut-être qu'il y a un sens éthique. J'utilise juste un modèle qui est préfabriqué, qui est libre, hein, Stable Diffusion, tout ça, les TensorFlow, les PyTorch, tout ça, ce sont des modèles complètement libres. On peut les charger sur notre machine et lancer un entraînement. Par contre, si vous avez une machine pas puissante, je vous dis que vous allez attendre très longtemps. Voilà, ça c'est clair. Mais voilà. Mais par contre, si on utilise ces modèles-là, il y a deux choses. C'est la question environnementale. Ce sont des modèles qui ont utilisé énormément de puissance, qui ont coûté super cher. Regardez, Microsoft et OpenAI investissent 100 milliards de dollars effectivement sur l'avenir de l'IA par OpenAI. 100 milliards. Et directement, quand Microsoft a récupéré OpenAI, ils ont investi 10 milliards. Mais vous vous rendez compte, il y a l'État de Georgie, ça a été dit d'ailleurs dans les tables rondes, l'État de Georgia, donc aux États-Unis, ils ont un problème énergétique. Il y a tellement de data servers qui se sont créés qu'ils empêchent maintenant le branchement des nouveaux data centers, parce que s'ils branchent de nouveaux data centers, en fait, il va y avoir un blackout pour tous les habitants de l'État. Voilà. Et on en est déjà là, quoi. Elon Musk avait dit récemment qu'on était à 1 an, effectivement, de ce type de blackout, mais en fait, on commence déjà à voir ça. Ça coûte super cher. En pleine crise climatique, on est en train de faire un truc complètement dingue avec ces trucs-là. Ça consomme énormément d'énergie. Vous savez maintenant, les data centers, il faut les connecter à moins de 15 bornes des centrales nucléaires américaines. Sinon, s'ils sont plus loin, il y a trop de déperdition d'énergie pour qu'ils soient efficaces. Donc là, oui, il y a une question éthique. Moi, j'ai utilisé Midjourney, mais ça plombe la planète en termes de climat. Ça viole 1 million de droits d'auteur. Ben, qu'est-ce que... Oui, plus. Alors, est-ce que je suis légitime à utiliser ça? Et en plus, j'ai créé une œuvre que je vais m'accaparer. Je vais dire, oui, c'est moi qui l'ai créée. Alors qu'en fait, elle est l'inspiration de tout ce qu'il y a. D'ailleurs, on est d'accord, on dit IA générative. Et il ne faut pas dire IA créative. Parce que comme je vous ai dit, le modèle est fixé. Elle ne se base que ce sur quoi elle a été entraînée. Ça veut dire qu'en fait, fondamentalement, vous ne pouvez pas créer en fait, avec une IA, puisqu'elle va forcément prendre toutes les références existantes pour générer votre image. Donc ça porte bien le nom d'IA générative. Alors ensuite, justement, comment peut-on faire autrement? Est-ce qu'il y a une autre manière d'utiliser l'IA à bon escient cette fois-ci, donc plutôt l'utiliser comme assistant et non pas directement placarder une image créée par l'IA qui sera ensuite que je déclare, oh, c'est mon œuvre. Voilà. Victor, il me semble que vous aviez justement un exemple à nous donner par rapport à ça, comment utiliser l'IA, mais de manière un peu plus éthique. Parmi d'autres. Voilà. Ouais, voilà. Donc moi, la première fois que j'ai entendu parler d'IA, c'était quand je bossais sur Spider-Verse, et c'était sur ce type de choses. Donc en fait, c'est quoi? C'est de la génération de lignes sur les personnages. Bon, c'est très spécifique, hein, c'est parce que les animateurs en fait avaient un outil sous le logiciel qui s'appelle Houdini qui permettait de placer des lignes par-dessus les personnages, donc dans la 3D en fait. Et c'était une tâche extrêmement répétitive. C'est un film de 2 heures et quelques où il y avait énormément de plans. Donc il y a quelqu'un chez Sony qui a dit bon, on va automatiser la tâche. Ce qui était assez ardu puisque en fait, à l'époque, on ne parlait pas tellement d'IA générative pour nous dans le VFX ou dans le cinéma. Donc je n'ai pas cerné le processus de développement plus en détail, mais peu importe. Ce qui est intéressant là, dans ce cas précis, c'est qu'en fait, ils avaient déjà un bon nombre de plans qui étaient terminés. Et donc cet outil-là, donc ce petit nœud qu'on voit, on ne voit pas, je ne l'ai pas mis, mais à droite, en fait, ça c'est le logiciel directement, qui servait à tracer et à placer les lignes. Il y avait déjà des dizaines de scènes qui étaient sauvées avec un résultat. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont entraîné donc, avec du deep learning. Donc, tout à l'heure, on parlait de machine learning. Le deep learning, c'est ce qui est en train de faire changer nos métiers. C'est une sous-branche du machine learning. Donc, comme il l'a dit si bien Frédéric, le machine learning, c'est quand on a une notion d'inférence. Alors, l'inférence, c'est quand la machine va sortir un résultat nouveau. Alors, effectivement, on ne crée pas, mais par moyenne statistique, elle va déterminer un nouveau résultat. Et le deep learning, donc, c'est le fait d'entraîner, de faire du machine learning, mais sous forme de réseau neuronal. Alors, je ne m'étends pas, mais en gros, ça permet à la machine d'apprendre. Et on va lui dire, ce réseau de neurones-là qui te permet de créer telle chose, tu vas plutôt le développer parce que ça nous intéresse, tu vas vers le bon résultat. Ou au contraire, on va superviser ton entraînement pour que ce réseau de neurones-là se réduise. Et donc, la machine apprend de manière dirigée. Voilà. Donc, c'est une des méthodes. Et donc, ils ont entraîné une machine à reconnaître, en tout cas le tool qu'il y avait dans Houdini, l'outil, à bien placer les traits sur un visage. Et après, ils ont pu s'en servir. Alors, pas tout de suite, très bien. En réalité, ce tool-là, sur Spider-Verse 1, n'a pas été utilisé énormément. C'est sur le 2
que ça a été plus utilisé. Maintenant, je n'ai pas exactement de chiffres. Mais c'est pour moi un exemple d'IA éthique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a utilisé un dataset qui était propre au studio. Donc, et surtout, il n'y a pas de génération d'images en fait. C'est un outil qui a été entraîné à placer des lignes. Donc c'est très différent. Voilà typiquement le genre de choses qui peut nous assister, nous, dans l'animation ou dans le VFX, tout simplement à faire notre travail sans faire de tâches répétitives. Voilà. Mais bon, il y a d'autres exemples. Et oui, effectivement, sur les datasets, dès qu'on parle de génération d'images ou d'audio ou de génération en fait, d'IA générative, on est pour l'instant dans un flou juridique qui varie selon les pays, qui en plus pose des gros problèmes d'éthique, comme tu l'expliquais, et qui n'est pas résolu et qui est loin d'être résolu. Il y a énormément de procès en cours et de plus en plus des recours collectifs d'artistes. Scarlett Johansson qui râle parce qu'on lui a piqué sa voix. Voilà, il y a des tas de choses qui sont en train d'arriver et elle a bien raison. Et oui, c'est un problème. Ouais. En effet, c'est clairement le flou artistique au niveau juridique. On a eu l'occasion d'en parler lors des différentes tables rondes et heureusement, justement, des spécialistes, notamment des avocats, étaient là pour répondre à quelques-unes de nos questions, mais qui restent parfois quand même un petit peu en suspens. Je voulais avoir votre avis, justement, Laurent, par rapport à cette question de l'éthique dans le monde de l'illustration et plus précisément de la bande dessinée. Comment ça se passe ? En fait, il y a deux choses qui se passent dans la bande dessinée. Pour l'instant, il y a eu peu, mais ça existe déjà, de bandes dessinées qui ont été entièrement générées par l'IA. Bon, la plus connue, c'est Initial D de Thierry Burat, qui est un auteur français, où il y a eu je vais faire rapide, mais où il y a eu un rétropédalage. C'est un album qui devait être c'était chez Soleil, oui c'est ça, qui devait être publié chez Soleil. Finalement, le contrat a été annulé, il l'a sorti en auto-édition, etc., etc. L'album a été entièrement généré via Midjourney, tout simplement. L'autre chose sur la bande dessinée, ça dépend en fait comment on travaille avec l'IA. En ce qui me concerne, je peux parler principalement de ce qui me concerne. Moi, je me sers de l'IA à certaines étapes de ce qu'on pourrait appeler la pré-production. Si je devais faire une analogie avec le cinéma ou l'animation, c'est-à-dire que je vais me servir de l'IA à des fins de gain de temps, purement. C'est très utilitaire en fait comme manière de voir les choses, mais de gain de temps sur ma pré-production. Alors ça peut aller de la création de mes décors, de créer des variations, de créer du turnaround par exemple pour mes personnages, qui sont des choses qui sont extrêmement longues dans une économie. Alors peut-être qu'on pourra revenir après sur l'économie de la bande dessinée du webtoon, qui est une réalité, qui me permet moi d'avoir parfois en une journée un travail qui me prendrait une semaine de développement. Sachant que dans le webtoon, une semaine, c'est le temps que j'ai pour faire un épisode, quoi. Donc, l'autre chose aussi, c'est que les images que je peux générer parfois pour mon travail, en fait, sont des images qui sont générées à partir de mon propre travail. Donc, en fait, je ne me pose pas vraiment de questions éthiques, puisque de toute manière, je génère des images qui sont réalisées à partir de mon propre travail. Très bien. Merci Laurent. Moi, j'aimerais rebondir justement sur cette question, sur cette idée de gain de temps. Voilà, comme quoi tu peux gagner du temps lors de nos échanges. On en avait parlé ensemble, Frédéric, par rapport aux étudiants, de la manière dont tu leur présentais l'IA, comme quoi parfois, oui, en effet, ça vous permettait de gagner du temps. Si vous le voulez bien, messieurs, je pense qu'on va pouvoir justement s'étendre sur cette partie qui nous intéresse tant et qui nous anime, à savoir la pédagogie, comment insérer l'IA au cœur de nos formations, au cœur de notre pédagogie, de nos cours. Donc on va faire un tour de table, si vous le voulez bien, et voir un petit peu avec vous comment vous avez pu parsemer ici et là quelques éléments de l'IA, puisque encore une fois, on ne fait pas de cours sur l'IA, mais on va utiliser évidemment l'outil à bon escient et surtout montrer, ou en tout cas éduquer nos étudiants sur l'IA pour être sûr que ils prennent le bon chemin, si je puis dire. Victor, est-ce que tu souhaiterais montrer certaines choses ? Même si, je pense que Frédéric a 15 ans de veille d'IA, va sûrement en parler mieux que moi. C'est pour ça, il passera juste après.
Alors comment l'insérer dans la pédagogie? Avec des baguettes, enfin des pincettes je veux dire, parce que les étudiants ils sont comme les professionnels du milieu, hein, ils sont un petit peu parfois réfractaires, parfois effrayés. Est-ce qu'on va avoir du travail? Donc bon, il y a déjà un premier step psychologique qui est de les rassurer sur le sujet, tout en leur disant quand même de pas faire tout ce qui a été dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire de ne pas imaginer que ça va faire le travail à leur place. Et de toute façon, ils s'en rendent vite compte quand ils essaient de l'utiliser. Et donc, je laisserai peut-être Frédéric parler plus de veille et d'atelier avec les étudiants, parce que je pense que tu as fait plus ça que moi pour le moment. Moi, j'ai plutôt itéré dans mon coin et ensuite donné des trucs à des étudiants pour qu'ils testent aussi et pour qu'ils me fassent un retour. Et alors là c'est quelque chose que j'ai fait moi, mais que je suis en train de faire tester dans la section animation 3D donc, de l'ESMA Montpellier. Pour l'instant, j'ai pas encore de retour, donc j'ai mis mes propres exemples. Donc, en fait, je me suis posé la question, même si je suis pas graphiste 2D, de comment est-ce qu'on pouvait itérer du personnage un petit peu plus rapidement. Alors, vous allez voir, tout ce que je vais montrer est très discutable éthiquement, mais le but c'était de faire une expérience. Hein, on est d'accord, c'est pas un produit que je vais donner aux étudiants en disant faites pareil. Non, c'est pas du tout ça. C'était pour, à l'époque, c'était déjà pour démystifier le truc. C'était il y a 1 an, donc déjà ça a dû beaucoup évoluer depuis. Je vous préviens, c'est pas que c'est obsolète. Parce qu'encore une fois, les fondamentaux de l'IA, ce qu'on a expliqué là sur le deep learning, ça va rester les mêmes pendant de nombreuses années, j'espère. Donc l'idée, c'était de se dire, un graphiste 2D, comme tu l'as dit Laurent, ça prend beaucoup de temps, particulièrement les gens qui font du character design, à itérer. Et l'itération, c'est quelque chose, c'est un domaine dans lequel l'IA excelle en fait. Donc voilà, ça c'est juste pour illustrer ce que fait normalement un artiste qui veut générer un personnage, enfin créer un personnage, à la base. Donc il va commencer par faire des recherches de forme, il y a plusieurs évidemment manières de faire ça, puis il va sélectionner son personnage qui lui plaît le plus et qui correspond le plus à la demande en général, hein. Puis il va y avoir une phase d'itération encore où il va améliorer son personnage. Donc c'est beaucoup de travail. Donc si tu veux bien passer à la slide suivante. Voilà, l'idée c'était de se dire comment est-ce qu'on peut un petit peu automatiser ça. Donc le truc que vous voyez derrière moi qui ressemble à un labyrinthe, pour ceux qui n'ont jamais fait d'IA, ça ressemble pas mal à ça actuellement. C'est Midjourney, c'est Confi UI, qui est une interface utilisateur de Stable Diffusion, qui est un autre Midjourney si vous voulez, sauf que lui il est open source. Donc la grande claque que Stable Diffusion a donnée à OpenAI et ce genre de modèle en 2022 ou un petit peu avant même, c'est que c'est open source et que du coup, on va pas s'étendre sur la légalité des datasets qui ont été récoltés, c'est pas le but de l'expérience, mais du coup ça a permis aux utilisateurs, directement chez eux, en local sur leur machine, de générer de l'image, entre autres. Alors c'est principalement accès image. Et donc tu peux encore passer à la slide suivante. Ça utilise PyTorch pour ceux qui savent ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, je vais simplifier ça, c'est une bibliothèque d'outils qui permettent de faire du deep learning, donc d'entraîner ses propres modèles et de générer des images en l'occurrence. Donc je passe sur les détails techniques, mais en gros mon expérience ça a été de dire je vais faire comme si je voulais voler un artiste, vraiment, hein, c'est vraiment mon expérience. C'est pas le but final, donc ce pauvre artiste est Thiago Lehmann. Mais dans quel but faire ça ? De se dire si jamais je suis un étudiant ou un professionnel qui a beaucoup dessiné au cours de sa carrière et qui veut tenter de générer des choses qui ressemblent à son art, est-ce que c'est possible de faire plus rapidement qu'avec un crayon ? Donc là, j'ai pris cet artiste parce qu'en fait, il a une page Instagram où il fait des choses qui se ressemblent beaucoup, qui sont un peu abstraites parce que je voulais voir à quel point l'IA pouvait pousser sans qu'il y ait d'éléments vraiment reconnaissables par rapport à ce sur quoi elle a été entraînée. Et puis surtout, il avait formaté ses images avec toujours le même fond et toujours un personnage clairement découpé, avec une silhouette reconnaissable, voilà, pour nous en tout cas humains. Donc j'ai rentré ça dans la moulinette de Stable Diffusion, c'est-à-dire c'est un dataset en gros, puis j'en ai tiré des prompts. Alors pourquoi des prompts ? Parce qu'en fait, l'IA a besoin de texte pour s'aider, hein, c'est-à-dire que le lien entre texte ou image et image to texte est constamment important dans le processus. Je les ai fait de deux manières. La première fois, ça peut paraître contre-intuitif, mais j'ai généré des reverse prompts, donc c'est-à-dire des textes qui décrivent mes images, avec une autre IA. Donc j'ai pris une IA, je lui dis « Qu'est-ce que tu vois ?» Et donc ça m'a sorti tout un tas de textes qui étaient approximatifs, évidemment, parce que si nous on reconnaît une fourmi ou un insecte ici, pour lui c'est un personnage et ça s'arrête à peu près là, quoi.
Donc ça, c'était la première phase, et j'ai entraîné le modèle. Donc là, j'ai fait ce qu'on appelle du fine-tuning. Le fine-tuning, c'est prendre un modèle existant, comme l'a décrit Frédéric tout à l'heure, par exemple. On prend le modèle de Stable Diffusion et je l'ai amélioré, entre guillemets, ou plutôt je lui ai demandé de faire quelque chose de plus spécifique pour moi, en l'entraînant avec ces images-là. Et ensuite, donc, avec toujours Stable Diffusion, j'ai généré mes propres images. Et comme vous le voyez en bas à gauche, c'est pas fameux. Et si je peux aller à la dernière slide, et c'est là que ça devient intéressant. Donc ça, c'est les mêmes résultats que vous avez vus à gauche. Donc ça, c'est quand j'ai demandé à l'IA de fabriquer ses prompts, donc son texte descriptif, elle-même. Et à droite, je me suis tapé donc les 100 images de mon dataset et j'ai réécrit ces prompts en lui disant, voilà, non, c'était pas un personnage, c'était un scarabée, il avait une épée, il était dans telle position et il avait telle émotion lisible sur son visage. Et on voit que tout de suite, les résultats ne sont pas parfaits, mais par contre, on peut itérer extrêmement rapidement. Là, je suis à un temps de génération de 10 secondes. Pour ceux que ça intéresse, les détails techniques, c'est sur une GeForce 1080, donc une carte graphique qui n'est pas vieille, mais qui n'est pas non plus très récente. Donc ça va assez vite. Et voilà, donc là, j'ai retapé à peu près les mêmes prompts à droite et j'obtiens des résultats beaucoup plus concrets. Donc ça pourrait être une des méthodes pour aider un artiste qui a déjà en fait, son style graphique. Évidemment, il n'est pas question de voler le style graphique de qui que ce soit, c'est un test. Voilà, ça s'arrête à peu près ici. Et depuis, ça fait 8 mois maintenant, donc depuis, je n'ose même pas imaginer à quel point ça marche bien. Voilà. Est-ce que Laurent, vous souhaiteriez rebondir justement sur le travail de Victor ici ? Ça fait un peu la même chose, non ? Avec mes images. Non, mais par rapport à la manière dont on a amené, dont j'ai pu moi tester l'AI avec les étudiants. Ouais. Moi, je suis parti de cas concrets. Donc moi, je suis prof à Pivot, chez Pivot, Nantes, et on a un public qui a un enseignement qui est très académique de base durant les 2 premières années avant de choisir leur spécialité. Et je dis ça parce que je vais choisir mes mots, mais nos étudiants sont quand même assez réfractaires à l'idée de l'AI. Ce que je disais en plaisantant, oui, je n'ai pas forcément passé des très bons moments quand j'ai commencé à amener à parler d'AI durant mes cours. En revanche, moi je pars toujours dans cette idée d'être extrêmement un peu concret dans le métier en fait, tout bêtement. Et alors je ne sais pas si vous êtes familier avec le webtoon, avec ce type de narration et de bande dessinée. Donc le webtoon, c'est une bande dessinée en scrolling vertical. C'est un format de publication donc, qui nous vient de Corée, qui est en train de se répandre et que moi je trouve passionnant d'un point de vue narratif. Aujourd'hui, lorsque l'on signe du webtoon, donc le webtoon c'est un côté extrêmement feuilletonnant, c'est-à-dire que nous sommes sur des épisodes qui font entre 20 et 40 cases par semaine, ce qui équivaut, si je devais parler en termes de planches de bande dessinée, à une dizaine de pages, entre 10 et 15 pages, grosso modo, par semaine. Donc pour ceux qui connaissent un peu la bande dessinée, vous voyez que c'est un travail qui est assez colossal. Alors évidemment on ne travaille pas en flux tendu, etc., mais ça reste quand même un peu une performance. Et l'autre chose aussi qui est aujourd'hui en train de se développer, c'est que le webtoon devient un système de prépublication. Lorsque vous signez pour une série de webtoons, quelle que soit sa longueur, en fait, l'idée, c'est que cette histoire soit réadaptée ensuite en album de bande dessinée, tout simplement, en album plus classique. Sauf que le webtoon, il y a des spécificités. Encore une fois, c'est du scrolling vertical, il n'y a pas de panorama, on est sur une longueur totalement illimitée en termes de hauteur, mais pas de largeur. Au niveau de la largeur, on est fixe. Donc c'est très compliqué de pouvoir avoir des panoramas, c'est très compliqué d'avoir de temps en temps une adaptation et une réadaptation en planche de bande dessinée. Tout simplement parce que ça ne tient pas en termes de format. L'autre chose aussi, c'est que le webtoon, regardez votre téléphone, c'est lu sur un téléphone, donc ce qui veut dire qu'on est sur un écran qui est grand comme ça. Donc il y a plein de petites spécificités techniques qui peuvent paraître toutes bêtes, mais en termes de lettrage, c'est-à-dire la taille du texte dans les bulles, sur une bande dessinée au format on va dire A4, par exemple, on va être sur 9 en termes de taille de texte.
Sur un webtoon, on est à 18. Donc la place des bulles n'est pas du tout la même. L'espace que prend le lettrage n'est absolument pas le même. Et la manière dont on compose nos boards n'est absolument pas le même, puisqu'on compose toujours par le texte, comme en graphisme. Et ce texte prend énormément d'importance. Pardon, c'était un peu long au niveau de l'intro. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'il faut transposer ce webtoon et revenir à une planche de bande dessinée, ou inversement, puisque maintenant on commence à voir d'autres acteurs qui prennent des bandes dessinées et qui vont les adapter en webtoon. Je pense à Radiant, par exemple, de Tony Valente, qui est adapté aujourd'hui en webtoon chez Allscreen, qui est l'éditeur de webtoon dans Kama, grosso modo. En fait, ça veut dire que ces planches-là, d'un seul coup, les plans ne fonctionnent plus. Ils sont trop petits, ou ils sont trop larges, ou ils sont trop longs. Alors, ce qui se passait avant, c'est que il y a une éternité dans l'histoire des AI, donc je pense il y a 2 ans et demi, tout simplement. Il n'y avait pas trop le choix. C'est-à-dire que on bidouillait, on reprenait sur Photoshop, parfois on redessinait même des parties. Donc, c'est un travail qui est déjà super long, parce que et puis surtout, il y avait une sorte d'auto-trahison de son travail. C'est-à-dire qu'on redessinait des parties. On se retrouvait avec un album qui n'était pas, en fait, le webtoon, qui était une adaptation, un autre objet. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai développé avec les étudiants, par exemple, pour leur montrer que l'AI, c'est pas simplement du plagiat, c'est d'utiliser des techniques de Sioux. C'est de partir justement de ces webtoons, de travailler avec eux le webtoon, de travailler cette narration qui est très particulière, et de leur dire maintenant on va en faire une bande dessinée. Donc comment on fait? Et à partir de là, on peut utiliser des outils AI comme Midjourney, Stable, Firefly, même le remplissage génératif sur Photoshop, qui va nous permettre en fait de réadapter entièrement, de redessiner des parties manquantes, de recadrer des images, etc. En tout cas, de recomposer sa planche de bande dessinée à partir de son webtoon, et donc surtout d'avoir une réadaptation narrative, ça on est clair, mais par contre graphiquement, d'avoir son objet principal. Donc c'est une des premières applications, par exemple, avec mes étudiants, que je fais au sein de Pivot. Et la réaction des étudiants, justement, est-ce qu'ils sont toujours aussi réfractaires, ou est-ce qu'au contraire, ça leur a permis d'avoir une autre vision de l'IA? En fait, Aurélie, il m'est arrivé un truc absolument génial cette année. Quand on est prof, des fois, on a des petites victoires. Et c'est génial. J'ai un étudiant qui est super doué et tout. Et en fait, je voyais bien que mon cours de BD à l'ordinateur, pardon, je vais être un peu vulgaire, mais ça le faisait carrément chier, quoi. Il comprenait pas pourquoi je lui demandais de dessiner à la tablette graphique alors qu'il peut le faire à la main. Et ce que je peux comprendre, en fait. Par contre, quand on a fait ça, il est venu me voir, il m'a dit « Ah mais là j'ai compris l'intérêt, je vois pourquoi ». Et là ça m'a intéressé aussi. Et puis c'est des choses qu'il peut le prendre aussi dans sa pratique. Très. Oui, tout à fait. Si tu veux qu'on passe sur tes exemples, puisque donc Frédéric, vous avez fait pas mal de tests justement auprès de vos étudiants. Vous utilisez l'IA, je ne dirais pas quotidiennement, mais en tout cas beaucoup de cours. Si, d'accord, très bien. Donc je vais lancer directement le PowerPoint, et comme ça on va voir ça ensemble. Alors pour contextualiser, on utilise des tas d'outils, on expérimente sur des tas d'outils, donc notamment à Cinécratis Nantes, voilà. Et alors, on va commencer déjà avec le premier outil qu'on a vraiment utilisé pleinement. C'était en 2018. Vous voyez, ça date déjà d'avant tout ce qui est la révolution liée notamment au deep learning et autres. Et donc cet outil, c'est un outil qui s'appelle Optix, qui est développé par la société Nvidia, une des plus cotées en bourse, puisque justement, elle vend des processeurs pour l'IA. Voilà, donc sa capitalisation boursière a explosé, son chiffre d'affaires a explosé. Enfin voilà, tous les investisseurs font sur cette société. Et donc elle avait développé un outil qui s'appelait Optix. Alors c'est quoi l'idée? On peut. Alors oui, je ne sais pas si j'ai la petite télécommande. Voilà, c'est encore mieux. Donc c'est vraiment flèche du haut. Est-ce que ça marche? Ah,
Moi, je fais des bruits. Bon, bah, Je m'en occupe. Eh ben, merci. Donc voilà, alors on l'utilise notamment dans des rendus 3D, donc ça concerne aussi toute la division ESMA qui l'utilisait aussi à Nantes. Donc l'idée, c'est que quand vous faites un rendu en 3D, et là on est d'accord, il y a plein de gens qui savent très bien de quoi je parle, en fait vous allez projeter, donc c'est comme la lumière réelle, vous savez que la lumière réelle on a des projecteurs, il y a des particules de lumière qui viennent de ces projecteurs, qui rebondissent et qui finissent dans les capteurs des caméras qui sont autour de nous. En 3D, nous, c'est un peu compliqué d'imaginer de créer toutes les interactions de lumière dans une scène virtuelle. Ce qu'on fait, c'est qu'on envoie ce qu'on appelle des antiphotons depuis le capteur des caméras. Alors, pour vous dire clairement, ça veut dire qu'on envoie depuis une caméra qui est placée dans un espace des lignes, on trace des lignes, et on voit si ces lignes rejoignent des lumières. Et si elles rejoignent des lumières, c'est que la caméra enregistre quelque chose du point où on est parti sur le capteur. Voilà. Donc on crée un capteur virtuel, on envoie nos antiphotons, mais le problème, c'est que pour créer une image, vous voyez l'image qu'on voit ici, donc c'est une image avec des réflexions, les réflexions c'est tout ce qui est au-dessus de cette sphère, des réfractions c'est ce qu'on voit à travers la sphère, et puis il y a un truc qui est très compliqué à calculer, c'est le truc que vous avez en bas à droite là qui s'appelle les caustiques. Les caustiques, vous savez, par exemple, vous êtes je sais pas, au bord d'une piscine, vous avez des effets sur votre visage, c'est ce qu'on appelle les caustiques. Et ça, en 3D, c'est redoutable. Ça demande des temps de rendu extraordinaires. Donc du coup, ouais, mais tout le monde a dégusté. Donc on a cette image-là. Et regardez, là en fait, c'est l'image avec un rendu rapide. Okay, c'est-à-dire que si le rendu est rapide, ben, vous avez qu'un nuage de points. Ben oui, parce que vous n'avez envoyé que quelques milliers d'antiphotons pour créer cette image. Mais en fait, pour que cette image, au cinéma, par exemple, on ne voit pas tous ces points, bah, il faut envoyer des millions et des millions d'antiphotons. Mais ce qui veut dire que c'est autant de calculs pour la machine. Donc, je crois que le slide d'après, voilà, c'est slow rendering. Regardez, là, on a laissé la machine calculer beaucoup plus longtemps. Et vous pouvez voir qu'effectivement, cette fois-ci, on a des petits points, mais c'est beaucoup plus fin. Okay, sauf que pour passer de l'image que vous avez vue là à l'image qui est là maintenant, bah, selon les softs, selon ce qu'on demande à l'image, ça peut prendre des minutes, ça peut prendre des heures, ça peut même prendre parfois des jours. Voilà. Si on revient dans le temps, hein, si je reviens 10 ans en arrière, c'est parfois des jours qui peuvent évidemment séparer les deux diapositives. Et alors ensuite, donc slide suivante, on voit que quand on a ça, en fait, au bout d'un moment, on ne peut pas attendre d'envoyer des milliards de photons pour avoir une image probante. Donc ce qu'on fait, c'est qu'à un moment, on va retirer cette espèce, ce qu'on appelle ce bruit, hein, c'est ce qu'on appelle du bruit vidéo, comme il existe du bruit sonore, un truc comme ça, c'est du bruit sonore, et bien là, c'est du bruit vidéo, et on va mettre ce qu'on appelle un denoiser. Donc denoiser, c'est un truc anti-bruit. Okay, on retire le bruit. Alors voilà, regardez ce qu'on pouvait obtenir, effectivement. Alors ça, ce que vous voyez, c'est ce qui a été obtenu à partir du rendu long, qui a duré plusieurs heures. Et ça, c'est avec donc le denoiser standard. Je fais default denoiser parce que c'est le truc de base. Et là, si on voit sur la 4e diapo, bah regardez, là, vous avez une image, bah, c'est impeccable, hein, le rendu est impeccable. Eh bien, cette image a été obtenue avec la première que vous avez vue, celle qui est toute bruitée, toute moche, mais seulement c'est à l'IA qu'on a demandé de débruiter. Voilà. Et là, l'IA, elle a débruité en combien de temps? Bah, en fait, selon les configurations qu'on peut avoir, ça peut être en 20 millisecondes. Voilà. Donc ça veut dire, qu'est-ce que je fais moi? Est-ce que je continue avec mon rendu? J'attends encore plusieurs heures d'avoir un truc un peu fin et c'est débruité derrière et ça va être moche? Ou est-ce que je coupe le rendu très vite et puis j'attends 20 millisecondes de plus et l'IA, hop, finit le travail? Bah, vous imaginez bien dans la profession que tout le monde a fait ce choix-là, quoi. D'ailleurs, c'est le choix qui est fait aujourd'hui dans les jeux vidéo. Les jeux vidéo subissent le même traitement. D'ailleurs, c'est rigolo de voir que, vous savez, quand vous jouez à un jeu vidéo, par exemple, si vous jouez à 60 images par seconde, ça veut dire qu'en fait, en moins de 16 millisecondes, il faut que la carte graphique ait généré l'intégralité de l'image de votre jeu vidéo. Parce que si ça dure plus de 16 millisecondes, vous n'aurez pas 60 images par seconde. Et bien, ce qui est rigolo de voir, c'est qu'en l'espace de 10 ans, vous aviez donc la partie allouée à la carte graphique et la partie allouée à l'IA. L'IA représentait même pas une milliseconde à la fin du traitement des informations. Bah, aujourd'hui, quand on regarde une image vidéo, par exemple sur des cartes, pour ceux dont ça parle, NVIDIA, RTX, etc., eh bien, vous avez une partie en fait qui est de l'ordre de 10-11 millisecondes sur le calcul réel de la 3D et vous avez 5-6 millisecondes qui sont attribuées à l'IA. Et l'IA, finalement, finit tout le travail. Alors, si on passe sur la dernière diapo, en fait, il s'avère, donc si vous regardez bien comment il faut lire le diapo, la vignette de gauche, la vignette de droite, c'est donc le rendu rapide et le denoiser optics. Et là, vous avez le rendu qui est très lent, donc plusieurs heures de plus, avec un denoiser qui est moche. Et voilà. Donc, vous êtes bien d'accord que vous, comme moi, on va choisir l'option du haut. C'est plus rapide et c'est mieux en termes de visuel.
Vous voyez, on n'est pas fou. Hein. Donc nous, on utilise ce genre de solution. Effectivement, Cinécratis depuis 2018, et on n'est largement pas les seuls. Hein, c'est pas une exclusivité. Il y a plein d'écoles, d'autres écoles que nous, évidemment, qui font exactement pareil. Donc voilà un des usages. Juste ajouter un petit quelque chose sur le sujet, c'est que ce qui est intéressant sur ces images, en fait sur ces solutions de denoise par IA, c'est que ça a été, c'est éthique puisque c'est entraîné par des studios sur leur propre matériel. C'est-à-dire que eux, ils ont les images toutes pourrites et ils ont aussi les images toutes belles. Donc l'IA, elle a été nourrie à ça. Ils ont fait la comparaison. Et récemment, donc Runderman enfin Pixar, hein, a release un denoiser par IA qui envoie vraiment. Et on l'utilise déjà, nous, pour la 3D. Et celui-là, on l'utilise effectivement aussi depuis longtemps. Donc on n'a pas trop de scrupules à l'utiliser, puisqu'en fait, ça vole rien, là, pour le coup. Donc c'est un autre exemple d'IA éthique. Voilà. Et d'ailleurs, si vous posez des questions, comment un logiciel peut générer une image, en fait, regardez bien, en fait, le process, il est devant vous. Finalement, ça explique comment fonctionnent les systèmes génératifs. Regardez, il y a une image qui est quasiment lisible. Aujourd'hui, on peut fournir au système de denoiser une image qui est encore moins lisible que ça. C'est-à-dire qu'on voit même 5-6 points, on se dit, mais il n'y a rien dans cette image. Et l'IA vous donne comme le résultat qui est à droite. C'est assez dingue. Mais regardez, par exemple, imaginez, je vous donne une image, une photo de chat. Et sur ce chat, je rajoute du bruit. Et je dis à l'IA, tu sais faire ça, hein, débruite l'image. Donc vous allez avoir un chat impeccable. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de petits points. Mais maintenant, regardez, je reprends de nouveau la photo de chat, mais je rajoute encore plus de bruit. L'IA, elle va passer par le stade 2 là, qui est débruité, puis à nouveau, le chat impeccable. Mais maintenant, imaginez, j'envoie uniquement du bruit. Du pur bruit, purement hasard. Et je dis à l'IA, c'est un chat. Qu'est-ce que va faire l'IA ? Elle va découvrir dans ce bruit un chat. Et c'est ça, quand vous tapez dans Midjourney. Vous faites demander, je veux un chat avec un chapeau violet sur un piano rouge. Je ne sais pas pourquoi ça. Mais bon, oubliez le contexte. Mais bon, voilà, vous allez la voir. Et si vous demandez à l'IA, vous lui demandez 10 fois, elle va vous donner 10 résultats différents. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, elle part d'un bruit aléatoire différent. Mais elle ne fait en fait que débruiter le hasard. Voilà. Et voilà pourquoi à chaque fois, vous avez des images différentes. Donc finalement, ça explique aussi comment fonctionne en fait l'IA générative qu'on utilise aujourd'hui pour créer des images. Voilà. Et ensuite... Firefly. Firefly. Ouais. Donc voilà. Donc, alors l'idée, c'est qu'ici, vous êtes carrément dans l'interface du logiciel. Je vous montre comment on utilise l'IA générative pour aller extrêmement vite. Alors là, le but, c'est qu'en fait, c'est des photos que j'ai prises avec mon téléphone. Et l'idée, c'est que j'ai pris une série de clichés. Et dans la scène dans laquelle je voulais mettre un objet. Et je voulais que ces photos, vous voyez, fassent comme une sphère autour de l'objet, qu'on croit que l'objet est en plein ciel, en train de voler en plein ciel. Regardez, alors je me suis arrêté un soir que je revenais justement de Cinécratis. Je me suis arrêté sur le bord de la route. J'avais une vue plongeante, effectivement, sur des nuages. Et j'ai fait une série de clichés. Alors si on passe à la diapo d'après, on va voir cette série de clichés. Donc voilà, je fais effectivement cette série-là. Et ensuite, juste avant, voilà. On a un système que ceux qui sont sur Photoshop normalement connaissent, c'est le Photo Merge, voilà, et qui aujourd'hui peut être d'autant plus performant utilisé avec l'IA. C'est que, regardez, le système va trouver des corrélations entre les photos et va coller les photos les unes aux autres. J'aurais pu le faire, moi, à la main. Mais moi, faire ce truc-là, il aurait fallu que j'ajuste les tailles, les échelles, les déformations, les niveaux de luminosité, tout ça. Donc moi, ça m'aurait peut-être pris 2-3 heures. Je vous jure que ça a été fait sur ma bécane en 5 secondes. Voilà. Je dis, j'ai peut-être gagné un peu de temps, en fait. Bon, je continue. Maintenant, regardez, si vous regardez bien, juste si tu restes sur la diapo, si vous regardez bien, regardez, on voit bien les photos que j'ai prises. Parce que vu que j'ai pris les photos comme ça, on voit cette espèce de courbure qui est là. Mais moi, regardez, il y a des trous sur mon image. Donc, qu'est-ce que j'ai demandé ? Donc, c'est la diapo après. J'ai demandé à l'IA de me remplir les trous. Regardez, vous voyez, donc, elle m'a recréé du ciel en haut, elle m'a recréé la bordure d'arbre en bas. Ça y est, j'ai mon bandeau prêt quasiment à être exploité. Mais non, pas encore. Pourquoi ? Parce que moi, je ne veux pas les arbres. Moi, je veux faire croire que mon objet est vraiment en plein ciel. Donc, j'ai passé une deuxième couche de génération. Hop, et voilà. Ça, sur Photoshop, avec le clone de duplication, il me faudrait en fait des heures. Enfin, pas des heures. Là, j'aurais passé peut-être 25-30 minutes. Enfin, cette image, quand même, pour vous dire, hein, la hauteur de l'image, c'est la largeur des images que vous voyez au cinéma. Cette image, elle fait 19 000 pixels de large sur 4 000 de haut. Donc en fait, sur une machine, ça peut prendre du temps de faire ça. L'IA m'a généré ça, pareil, en 10 secondes. Et en plus, ça m'a fait 3 propositions. C'est Adobe Firefly, donc c'est l'IA intégrée dans Photoshop. Il m'a fait 3 propositions et j'ai choisi la proposition qui me semblait la meilleure, effectivement, pour faire ce truc-là. Donc voilà. Donc vous voyez, là, comment vous pouvez revenir en arrière ? C'est pas possible.
C'est impossible. Et ignorer, si des gens disent mais moi j'ignore ces outils, j'en ai pas besoin. Mais comment voulez-vous être compétitif sur le marché si vous avez un outil comme ça et vous connaissez ces outils-là? C'est absolument impossible. C'est la loi de l'offre et la demande, hélas. Et on ne peut pas combattre. Donc si un étudiant, par exemple, ne connaît pas ces outils-là et doit travailler, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Enfin, c'est un mec qui dit moi j'ai tout fait en 15 secondes. Et l'autre, il est encore en train d'importer ses photos. Alors la 6e, elle est là, je la mets comme ça. Voilà. Bon. Alors je continue aussi. Toujours. Alors ce que vous avez là, c'est un cliché qui a été fait. Alors là, on est vraiment actuel. Ça, c'est le film de fin d'études, donc à Cinécratis, un film qui s'appelle Mona. On fait 2 films, mais ça, c'est Mona. Et donc ça, c'est une des photos qui a été faite sur le set de tournage, effectivement, pour faire l'affiche du film. Okay. Alors vous avez ici la photo brute. J'ai demandé à un étudiant qui s'appelle Samuel de me donner cette photo-là. Donc vous avez la photo brute. Et vous avez juste après, regardez, génération d'IA, parce que si vous remarquez bien, si on revient, si tu fais avant-après, Aurélie, s'il te plaît, voilà, vous remarquez qu'effectivement, tac, on a étendu la photo, parce qu'on avait besoin de recadrer par la partie supérieure. Et tout ce que vous voyez construit là, le faux plafond, il est entièrement construit avec de l'IA. Voilà. Combien ça a pris pour construire ce plafond? 5 secondes. Voilà. Un graphiste, il aurait dû prendre son petit tampon, refaire tout ça. Voilà. Oui. Alors, même si évidemment un monteur il va avoir besoin de mettre sa patte, mais sur certaines tâches, la retouche, alors, vous venez juste de. Oui. Non mais vous venez de le dire. Sur certaines tâches, c'est toujours un retoucheur qui travaille là-dessus, mais il a un nouvel outil pour certaines tâches. C'est juste ça en fait, mais c'est toujours la même personne qui travaille, sauf qu'elle utilise ces outils-là. Regardez, donc là on a étendu, et ensuite vous allez voir donc diapo d'après. En fait, voilà la fiche qui avait été proposée, voyez, et donc on a bien le titre Mona qui apparaît effectivement sur ce faux plafond qui n'a jamais été pris par l'appareil photo. Et si on a la diapo d'après, vous voyez effectivement la superposition de tout ça. Vous avez la photo d'origine, vous avez la photo étendue, vous voyez, au-delà du titre, et vous avez le recadrage, effectivement, de la fiche finale. Et pour la blague, dernière diapo, il s'avère que la fiche ressemble plutôt à ça à la fin. Donc voilà, donc écoutez, ça c'est les affres de la création. On avance, on propose, et puis après on passe sur autre chose. Donc voilà, ça c'est pour l'IA générative, notamment dans Photoshop. Alors on peut avancer. Juste avant d'aborder celui-ci, sur l'autre film de fin d'études, je vais vous donner une anecdote qui est réelle. On était en jury il y a 2 semaines, et en fait à un moment il y a un personnage qui parle. Donc le deuxième film s'appelle L'Annonce, et dans ce film à un moment le personnage parle face caméra. Et en fait quand on a tourné, en plus j'étais là au tournage, j'encadrais le tournage à ce moment-là, on avait des camions qui passaient derrière le gars. Ils sont cachés par la forêt, mais on les entend au son. Et le son est vraiment inexploitable. Sur le micro-cravate, sur la perche, il n'y a rien d'exploitable. Et c'est là que moi, en jury, je dis, plutôt que de refaire de la post-synchro, ça veut dire faire revenir le comédien pour qu'il refasse sa réplique et qu'on fasse en sorte que ce soit synchro, est-ce que vous avez pensé à utiliser de l'IA? Voilà. Et effectivement, on a utilisé, donc j'ai proposé DaVinci Resolve, version 18, où en fait, vous avez ce genre de système, vous fournissez une voix qui est complètement parasitée, et les parasites disparaissent intégralement. Il vous reste la voix. Et c'est nickel. Les étudiants ont testé, ont dit « Ah bah oui, on a carrément gagné du temps. On n'a pas fait revenir le comédien pour ça, en tout cas. Il est revenu pour d'autres voix, mais là, très spécifiques. Il manquait du contenu. Mais on a réussi à faire ça. Voilà. Alors maintenant, Rotobrush. Rotobrush, on l'utilise. Alors attention, il y a une limite dans ce que vous allez voir au niveau de la production. Et je montre les avantages et les limites de l'outil. Rotobrush, c'est un outil qui est dans Adobe After Effects. Okay, donc là, vous avez une image source. Il s'avère que c'est un film de fin d'études encore, celui de l'an dernier, un film qui s'appelle Diogène. Voilà. Et donc, réalisé par Gaël Célin. Et donc, vous avez cette image. Et l'idée, c'est par exemple, je ne sais pas, à l'étalonnage, vous avez besoin d'extraire ces personnages pour étalonner, changer les couleurs sur eux, indépendamment du fond. Donc ça veut dire qu'il faut extraire ces personnages de l'image. Alors regardez, Rotobrush, à quoi ça ressemble? Voilà, ça c'est mon travail. J'ai refait l'exemple pour vous montrer. Ça, regardez, là on voit le grand artiste qui est en moi. C'est terrible. Ce que j'ai simplement fait, c'est qu'avec ce tracé vert, j'ai montré à Rotobrush ce qui m'intéressait. Mais évidemment, je sais que je m'adresse à une IA. Et regardez, à partir de ça, c'est la diapo d'après. Voilà ce que Rotobrush m'a fait. Ça, Rotobrush, regardez, a compris ce que je lui montrais avec mon espèce de tracé vert dégueulasse.
Et regardez, il m'a cerclé le contour, vous voyez, de mes personnages. Mais si vous remarquez bien, il y a des défauts. Par exemple, vous regardez sur la petite poignée du sac, il y a un trou qui n'a pas été repéré. Vous voyez que le manteau du gars, il y a un problème. Effectivement, il n'y a pas le manteau en entier. Regardez, pas de problème. Diapo d'après, regardez, je passe un tracé vert encore tout aussi élégant là-dessus. Et regardez, ce que l'IA va me faire juste après, hop, elle me reconstruit effectivement le manteau. Et regardez là, dans la petite truc qui est là, je change mon outil, je passe en mode suppression, je passe un petit coup de tracé rouge, et le truc d'après, pouf, voilà, le trou est réapparu. Et vous remarquez que même pendant que je fais ça, l'IA comprend de mieux en mieux ce que je lui montre. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au début, il y avait la petite lanière qui était là, qui n'était pas là. Il y avait la main de la jeune fille qui n'était pas là, mais maintenant elles sont là. Parce que l'IA commence à comprendre de plus en plus où est mon intérêt. Il dit, OK, il y a deux personnages qui marchent, il y en a un qui a un sac, qui sont devant, c'est ça qui l'intéresse. Voilà. Et si vous regardez ensuite, juste après, ça c'est ce que vous avez vu avant, c'était pour la première image. Et là, vous voyez le résultat sur la dernière image. Mais là, je vous montre le résultat sans intervention. Okay, donc si vous regardez sans intervention, vous remarquez qu'à nouveau, la poignée a sauté. Vous remarquez que derrière sa tête à lui, il y a un bug. Vous remarquez que la petite lanière qui descend du sac, elle a sauté encore à nouveau. Bon, il y a des petits bugs. Mais moi, je prends mon petit truc vert et mon petit truc rouge. Je fais des petites retouches. Combien ça va me prendre? Quelques minutes. Mais je vais éviter de devoir découper image par image mes personnages. Et ensuite, si on voit, alors qu'est-ce que l'IA va me produire? En fait, elle va me produire ça. Donc, c'est ce qu'on appelle un cache, un mate ou une couche alpha. Voilà, alpha channel, c'est couche alpha. Donc, ça, c'est ce qu'on utilise très fréquemment, 3D, VFX. Donc, ça, c'est ce dont j'ai besoin. Et c'est ce que je vais pouvoir envoyer au logiciel, effectivement, d'étalonnage pour séparer l'avant-plan de l'arrière-plan. Voilà, donc là on a ça, et voilà ce que ça donne. Vous voyez, je vous ai fait juste une petite synthèse rapide. Hein. Alors on est d'accord, hein. Il y a encore des bugs, hein. Vous regardez sur les cheveux de la jeune fille. Hein. On est d'accord, hein, c'est pas fini. Hein. Mais je vous jure que pour faire la démo, pour vous la montrer là, j'ai passé en tout pour tout 10 secondes. Donc c'est quand même assez honorable pour un travail en 10 secondes. Voilà. Alors il faut quand même relativiser. Ce rotobrush, il n'est pas vraiment exploitable en production en tant que tel quand les personnages ont cette taille-là. Pour l'étalonnage, très bien. Par contre, si le but, moi, c'est de changer le décor, là, on est comme limité. Par contre, pour des personnages qui sont assez lointains, assez petits, on l'a déjà utilisé, effectivement, c'est Necratis. Et là, le spectateur peut absolument rien voir pour le personnage qui a été découpé et rajouté à un autre endroit au fond. Ça marche super bien. Voilà. Mais il va falloir encore attendre, alors, je sais pas, 1 an, 6 mois, 1 mois, 1 semaine, pour que ce soit vachement mieux. Voilà. Ça, c'est déjà la version 3. Voilà. Alors ensuite, on a encore un autre exemple. Donc là, c'est au-delà des besoins qu'on a sur les films. Moi, avec les étudiants, souvent en début de cours de technologie ou en début de cours post-prod, on fait des tests sur des outils qui viennent de sortir. Et là, je leur dis, écoutez, j'ai un accès à Wonder Studio. Alors voilà, la source, c'est un étudiant voilà, qui est là, qui est Clément, qui est dans un couloir, effectivement, du Necratis, qui est sorti il y a 2 ans. Et voilà ce que l'IA va faire. Elle va détecter automatiquement ses contours. Là, je n'ai même pas besoin de lui indiquer. Elle sait qu'il y a un personnage. Et ensuite, regardez, l'IA va faire ça. Elle va faire ce qu'on appelle le clean plate. C'est-à-dire qu'elle va effacer notre ami de la réalité. Et ensuite, hop, elle fait ça. Et alors, le truc qui est assez génial, c'est que ce personnage, regardez, il est dans la lumière du couloir. Il bouge comme mon étudiant. Et encore pire, le personnage bouge ses lèvres, ses yeux, tout ça, exactement comme mon étudiant. Et ça, tout ça, ça a pris combien de temps? Ça a pris 45 minutes à peu près à calculer. J'ai lancé la démo en début de cours et on a commencé le cours et au bout d'un moment, j'ai eu une petite notification pendant le cours. J'ai dit « Ah, vous savez, ce qu'on a tourné tout à l'heure est prêt ». Et j'ai montré ça aux étudiants. Regardez ici, vous voyez sur la diapo suivante, c'est bien pour vous montrer, regardez qu'il y a bien un suivi, regardez de l'expression, effectivement, de la position, voilà. Et regardez même après, regardez même quand le personnage passe très près de la caméra, l'IA a tout compris. Elle a compris comment la caméra se mouvait, comment le personnage se place effectivement par rapport à la caméra. Donc cette technologie, elle est complètement dingue. Alors vous avez encore un autre exemple que j'ai fait avec un étudiant qui était à l'époque en 2e année, Nicolas. Et donc Nicolas, pareil, s'est prêté. Voilà, hop, voilà, j'ai transformé en petit robot. Voilà. Et puis on continue. Voilà, vous voyez toutes les postures. Je vous ai mis 2 postures pour que vous voyez bien qu'effectivement l'IA suit parfaitement. Et puis après, sur le dernier diapo, voilà, vous voyez, effectivement, l'IA qui reproduit, enfin le petit bonhomme qui reproduit exactement. Alors on se dit, bon, ça peut être un peu gadget. Il faut savoir que ce studio, la Wonder Studio, il a été racheté par Autodesk. Ceux qui font effectivement Maya, 3ds Max, etc. Donc c'est très sérieux en fait. Eux, ils voient très sérieux l'implémentation qu'ils peuvent en faire. Donc normalement, ce truc-là devrait bientôt émerger dans Maya, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc tous les 3Distes qui sont ici sont concernés effectivement par ce futur outil. Merci messieurs, merci à toutes et tous pour toutes vos questions.